deuxième puissance économique mondiale, plus de 10% du PIB du monde, une Chine beaucoup plus ouverte, du moins économiquement, sur la mondialisation. Alors pour répondre à cette problématique, eh bien, nous allons considérer deux moments de la Chine. C'est d'abord la Chine sous Mao, de 1949 à 1976, c'est la mort de Mao, et puis la Chine de la modernisation et de l'ouverture, depuis essentiellement 1976, surtout 1978, avec les premières réformes de Deng Xiaoping. La Chine de Mao peut elle-même être divisée en deux parties. Nous allons voir tout d'abord de 1949 aux années 60 comment elle tente de suivre le modèle soviétique intégré au bloc de l'Est. Et puis par la suite, nous verrons au milieu des années 60 la rupture avec l'URSS et le développement d'un modèle propre. Alors tout d'abord, eh bien, après des années de guerre, la Chine doit se reconstruire, doit également construire la Chine communiste. En 1950 est signé avec Staline, avec donc l'URSS, un traité dit d'alliance et d'assistance mutuelle pour que l'URSS apporte une aide financière et technique, et il y a également un volet militaire. Donc la Chine adopte alors le développement façon URSS, avec collectivisation bien sûr, industrialisation, priorité donnée à l'industrie lourde et planification. En termes de politique, la Chine est parfaitement intégrée au bloc de l'Est. Donc durant la guerre froide, eh bien, elle se montre un allié fidèle de l'URSS. C'est le cas durant la guerre de Corée, qui se déroule de 1950 à 1953. Initialement, la Corée du Nord a attaqué le Sud, mais les troupes nord-coréennes sont ensuite repoussées par les États-Unis, qui parviennent quasiment à la frontière chinoise. Donc à ce moment-là, eh bien, ce sont les soldats chinois qui viennent contrer les Américains. Dans le même temps, toutefois, eh bien, Mao tente de s'imposer à l'international, et en 1955, la Chine participe à la conférence de Bandung, ici en Indonésie, qui réunit les États nouvellement décolonisés ou sympathisants pour former ce qu'on appellera bientôt le tiers-monde. Nous avons ici le Premier ministre qui va jouer un grand rôle, Zhou Enlai, en discussion avec Nehru, le leader indien. Mais l'alliance avec l'URSS ne dure pas, car Mao entend développer son propre modèle et se débarrasser finalement de la tutelle de ce grand frère un petit peu encombrant qu'est l'URSS. En 1958, il lance un programme appelé le Grand Bond en avant, et on retrouve ici une des bases du maoïsme qui est plutôt de s'appuyer sur le monde rural, et donc un grand nombre de personnes sont notamment renvoyées dans des communes rurales, avec pour conséquence un désastre économique. En 1953, eh bien, Staline a cédé la place ici à Nikita Khrouchtchev, et Mao eh bien, entend peut-être profiter de ce changement pour s'imposer. Même si Khrouchtchev apaise les tensions en rendant visite très vite à Mao en Chine, eh bien, en 1962, c'est l'affaire de Cuba, et Mao reproche à Khrouchtchev finalement d'avoir perdu ce bras de fer avec les États-Unis. La même année, des incidents frontaliers avec l'Inde pour une délimitation de frontières ici non définitive entraîne une courte guerre entre la Chine et l'Inde. La Chine récupère un petit peu de territoire. Mais durant ce conflit, eh bien, l'URSS s'est rangée du côté des États-Unis pour prendre le parti de l'Inde. Il y a donc une double rupture entre la Chine et l'URSS, mais également entre la Chine et l'Inde. Ces deux pays, pourtant, en 1955, se présentaient comme des leaders du tiers-monde, des leaders des non-alignés. L'URSS prend elle-même ses distances, refuse de donner la bombe atomique à la Chine, qui développe pourtant ce propre programme et réussit à l'obtenir en 1964. Évidemment, c'est un élément très important dans la guerre froide et l'équilibre de la terreur. Mao est tout de même un petit peu contesté, mais il se débarrasse de ses opposants en 1966
lors de la révolution culturelle. À ce moment-là, eh bien, les pensées du président Mao Zedong, connu en France sous le nom de Petit Livre Rouge, ont un grand succès, notamment en mai 1968 auprès des étudiants. Pourtant, Mao doit quand même batailler ferme pour s'affirmer sur la scène internationale, avec un premier grand succès en 1971, puisque la République populaire de Chine récupère son poste, sa place à l'ONU aux dépens de Taïwan. Et en 1972, eh bien, il y a comme une accalmie dans la guerre froide, puisque le président américain Nixon rend visite à Mao, même s'il faut attendre 1978 pour une reconnaissance officielle des États-Unis de la République populaire de Chine. 1976 est un tournant puisque disparaissent la même année Mao Zedong et Zhou Enlai. Le parti communiste chinois déclare alors que Mao avait raison à 70%, mais tort à 30%. Donc ce recul, cette petite critique, permet d'ouvrir le temps des réformes. Et c'est le cas donc avec Deng Xiaoping à partir de 1978. C'est là que commence ce qu'on appelle parfois l'ère des modernisateurs ou l'ère des réalistes. Avec Deng Xiaoping, eh bien, nous avons les premières réformes, des zones économiques spéciales qui s'ouvrent timidement sur le littoral sud pour accueillir les premières entreprises étrangères. C'est aussi le temps du lancement de la politique de l'enfant unique pour limiter la croissance démographique. Même si ici l'ouverture, la timide ouverture économique ne s'accompagne pas d'une ouverture politique, le régime reste extrêmement ferme. Son œuvre est poursuivie par Jiang Zemin, disons dans les années 86-90, c'est lui qui